Bonjour à tous, salut Charlotte. Nous, on s'est parlé un petit peu déjà avant. Mais oui, bonjour. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire une interview avec toi en live. Donc tu es, à côté d'Aix-en-Provence en France, moi je suis à Montréal ici, pour parler un petit peu de ton parcours, de Post-Adem, et puis aussi essayer de récolter des conseils pour les gens qui voudraient devenir indépendants, quitter leur job et aussi voyager. Tu as une petite expérience aussi là-dedans. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Charlotte Apieto et je suis la fondatrice de Postadem. Et donc, ma mission avec Postadem, c'est de permettre à chacun d'oser donc poser sa dème, quitter son job pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc, avec de l'inspiration, avec du contenu, avec de la formation, je pourrais t'expliquer tout ça. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment retenir que la mission générale, c'est ça, c'est d'arrêter de se dire lundi prochain, je pose ma dème et de jamais le faire, mais de vraiment passer à l'action. D'accord, super. Ouais, bah c'est une bonne mission parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux dans leur job. Moi, j'en connais aussi ici. Et c'est vrai que ton blog, je le suis depuis quelques temps. Il y a des bons conseils, c'est très ciblé. Donc, bravo pour ce que tu fais en tout cas. Mais je te remercie. Et donc là, en ce moment, t'es dans le sud de la France. T'as fui les chaleurs de Paris. Exactement, j'ai fui Paris. C'est l'avantage de pouvoir travailler d'où on veut, en tout cas une partie de l'année. Donc là, typiquement, je fuis Paris, les toits et la chaleur sous les toits. Donc, je suis dans le sud de la France. Parfait. Et donc, tu vas rester là-bas combien de temps? Écoute, j'y reste jusqu'en début de semaine prochaine. Donc pas si longtemps que ça, parce qu'après j'ai quand même des obligations sur Paris. Je serais bien descendue avant, mais j'avais l'apéro post-adem, j'avais des conférences ici, enfin à Paris, donc j'ai pas pu partir avant. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où je fais en sorte de me prévoir des périodes, des laps de temps où je peux bouger librement et pas être obligée d'être à Paris, parce que je commence à avoir un peu de mal à rester plus de 3 semaines d'affilée. Ok. Est-ce que tu as d'autres voyages prévus dans l'été ou après ça? Alors, écoute, niveau voyage, là, ce qui est prévu pour l'été, déjà, c'est la Croatie. Donc, je vais faire Split et Dubrovnik cet été. Et je n'ai pas encore prévu les autres voyages. Donc, je sais qu'il y en aura d'autres, mais je ne sais pas encore ni où ni quand exactement. Ok. Et ensuite, les autres voyages prévus. Alors, j'ai pas de gros voyages en prévision parce que justement, là, au mois de juillet, je vais faire le point sur les 12 prochains mois. Donc, je saurai bientôt, mais là, à date de l'interview, je ne peux pas le dire. Une chose est certaine, c'est que dans les 12 prochains mois, je vais plus bouger que les 12 derniers mois, ça c'est certain. Ok. Et notamment, j'aimerais bien me faire une retraite dans un lieu au soleil comme la Grèce, par exemple, au mois d'octobre, notamment pour travailler sur mon projet de livre et d'être loin de Paris pendant une petite période de temps aussi. Super. Bah écoute, justement, parle-nous un petit peu de Postadem. Qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce que Yes. vous faites? Qu'est-ce que vous offrez? Et puis, vas-y, c'est ton Ok, moment. ça marche. C'est mon moment. La pression. Alors, post-ADEME, c'est quoi? J'aime bien dire que c'est le repère secret des futurs démissionnaires. Parce que souvent, quand on a envie de poser sa DEM, bah, déjà, c'est pas facile de l'assumer publiquement. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vais t'en parler, mais qu'il y a une communauté privée et que chacun le fait un petit peu dans son coin discrètement, mais peut venir partager avec la communauté Postadem. En fait, moi, j'ai créé Postadem comme j'aurais aimé que ça existe pour moi, parce que pour faire un petit pitch très très rapide de mon parcours, j'ai fait des études à Sciences Po pour ensuite devenir RH, pour travailler en ressources humaines, parce que je me disais que c'était la seule manière pour moi d'aider les salariés à être heureux, à être épanouis. Erreur, je m'en suis rendu compte assez rapidement que c'était pas là que je pourrais vraiment contribuer à cette mission que je m'étais trouvée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris des études pour faire une école de commerce et je suis devenue consultante en management dans un gros cabinet. Et je me suis rendu compte là aussi assez vite que c'était pas quelque chose qui m'épanouirait sur du long terme de faire des tableaux Excel et des PowerPoint. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à me questionner sur le sens que je donnais à tout ça. Ce que je voulais faire ensuite, mais c'est très compliqué quand tu as commencé à construire quelque chose, une carrière, des études, de dire bah, je vais arrêter, je vais faire autre chose quand tu ne sais pas ce que tu aimerais faire. Donc c'est pour ça que je suis passée par cette crise existentielle du sens qu'on peut donner à sa vie professionnelle et sur ce qu'on peut faire. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors, je pourrais en discuter plus tard, mais en tout cas, grâce à des lectures, à des rencontres, à du travail sur moi, etc., j'ai fini par trouver ce que je voulais faire. Et donc, j'ai posé ma DEM. C'était au mois de septembre 2016. Donc c'est notamment à l'été 2016 où j'ai profité de l'été pour me poser toutes ces questions-là et Ok. passer à l'action à la rentrée. Donc, j'ai posé ma DEM en septembre 2016 et ensuite j'ai travaillé dans une start-up dans la formation digitale pendant quelques mois avant de monter moi-même ma boîte. Et du coup, mon post Ok. ADEME, moi, je l'ai créé comme ce que j'aurais aimé avoir à ce moment-là. À savoir, en fait, il y a 4 choses dans post ADEME. La première chose, déjà, c'est le média. Le premier pilier, c'est le média. Et donc, ça, c'est sur postadem.com où, en fait, moi, je publie chaque semaine
des interviews de personnes qui ont changé de voie, des articles concrets pour réussir à passer à l'action. Il y a aussi beaucoup d'articles invités. Donc, moi, j'ai écrit énormément d'articles. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'articles invités qui portent des voix un petit peu différentes de la mienne. Il y a toujours aussi des articles, des contenus à moi. Et donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le pilier central. Parce que quand on est dans son open space tout seul, qu'on ne sait pas encore comment s'y prendre, on peut aller là-dessus pour trouver des infos. Le deuxième pilier, c'est la partie communauté dont je parlais, que tu connais aussi bien. La communauté, c'est aussi bien le groupe privé en ligne, où à date, on est à peu près à 1600 personnes, que les apéros en présentiel. Donc moi, j'organise des apéros à Paris depuis le début. Et là, je commence à développer les apéros dans d'autres villes. La semaine dernière, par exemple, il y avait Paris, Londres et Lyon. Voilà. Donc, je cherche aussi à développer ça sur l'aspect communauté. Et ensuite, le troisième pilier, c'est, alors là, troisième et quatrième pilier, on est plus sur l'activité que moi je peux avoir, à savoir de l'accompagnement individuel. Donc, j'accompagne des personnes qui ont deux types de profils, soit des personnes qui savent juste qu'elles veulent partir de leur boulot mais qui savent pas quoi faire d'autre et qui cherchent leur voie, soit des personnes qui ont déjà un projet clairement identifié, généralement entrepreneurial, et qui cherchent à savoir comment est-ce qu'elles peuvent le rendre réel et se rémunérer. Et la quatrième chose, c'est les formations en ligne sur les mêmes thématiques que ce que je viens de te dire, sauf que ça se fait en ligne. C'est des formations qui durent plusieurs semaines, où il y a une communauté privée spéciale pour la formation, etc. Donc voilà tout ce qui se passe dans Postadem. C'est tout ça. Ok, tu t'ennuies pas en tout cas. Non, je m'ennuie pas. Super. Et l'idée de l'interview aussi, c'est que c'est quand même très relié au fait de devenir nomade digital, parce qu'on est en recherche de liberté, d'indépendance, etc. Toi, tu m'as dit, puis j'ai lu aussi que tu avais fait différentes expériences de nomade digital. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors écoute, moi j'avais déjà envie, j'ai commencé à m'intéresser au nomadisme quand j'étais salariée, consultante et que j'étais chez un client à Levallois, ce qui n'était pas du tout très loin du nomadisme. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir ça. Alors je sais plus exactement comment. Il me semble que j'ai découvert ça parce que c'était l'époque où justement pour m'inspirer et créer de bonnes habitudes, je lisais tous les matins des articles sur Medium où il y avait beaucoup d'articles d'entrepreneurs, de nomades, etc. Et ça m'a aidé vraiment à faire basculer mon référentiel sur ce qu'ils faisaient eux plutôt que le métro boulot dodo. Et donc, il me semble que c'est parti de là. Et j'ai commencé à me dire ce que j'aimerais faire comme voyage. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est un tour d'Europe. J'ai vraiment toujours eu envie de faire un tour d'Europe. Il y a plein de pays, de villes que j'avais envie de faire. Et je n'y allais pas parce que quand il va pour juste un week-end, ça peut revenir assez cher. Et c'est toujours un petit peu déconnecté. Moi, j'avais vraiment envie de faire un truc assez long, de plusieurs semaines, où je faisais plusieurs pays. Donc, c'était, tu vois, en 2015-2016. Et au final, une fois que que je me suis lancée en indépendante et que j'ai créé Postadem, j'ai eu beaucoup plus de flexibilité géographique. Là où quand j'étais salariée, c'était mort, quoi. En plus, quand tu es consultant, tu vas chez tes clients. Donc, en fait, tu choisis même pas ton lieu de travail. C'est-à-dire que quand tu signes ton contrat, certes, le cabinet, il est implanté à tel endroit, mais après, toi, tu vas chez tes clients qui peuvent être n'importe où. Et c'est pas forcément les villes les plus sexy de la Terre. Donc, si tu veux, là, j'avais pour la première fois une vraie liberté géographique. Et d'ailleurs, au départ, je ne l'ai pas suffisamment exploité. Je pense que ça peut être davantage exploité aussi parce que je m'obligeais à avoir beaucoup mes rendez-vous sur Paris. Là où maintenant, par rapport à mes clients en coaching, j'en ai maintenant, il faudrait que je refasse les comptes, mais j'en ai 60-70% qui sont à distance. Et même dans ceux avec qui je fais à distance les rendez-vous, ce sont parfois des Parisiens avec qui je fais la première séance à Paris et ensuite on le fait à distance, tu vois. Donc, en tout cas, il fallait au départ trouver ce rythme-là. Mais du coup, quand j'ai pu commencer à bouger, le premier voyage que j'ai fait, évidemment, ça a été le tour d'Europe. Donc, je faisais des petits voyages par-ci par-là, notamment entre Paris et le Sud, d'accord, mais des petits voyages. Mais le vrai gros voyage que j'ai fait pour moi, le premier, c'était donc le tour d'Europe, qui a duré un mois, où j'ai fait 8 villes, 7 pays, 8 villes sur un mois. Voilà, donc ça a été mon principal voyage. Et ensuite, j'ai fait le Portugal, j'ai fait d'autres villes en France aussi, parce que j'ai aussi gardé un budget un peu limité sur les voyages pour le garder pour des voyages plus longs. Et donc là, les prochains, comme je te dis, c'est que dans les 12 prochains mois, il y en a de plus en plus souvent. Ok. Et donc, voilà. Donc jusqu'à maintenant, la proportion que tu avais entre voyage et rester fixe à Paris, ça ressemblait à quoi? Oh, c'était, si je prends sur l'année, quoi qu'attends, tu sais quoi, entre l'été, on est peut-être à 60% Paris, 40% hors Paris. Ok. Donc, tu regardes à l'année, faudrait que je fasse le décompte, mais je pense qu'on est à peu près sur ce ratio-là. Ok. Puis toi, ce que tu veux, c'est augmenter ce ratio-là petit à petit aussi au fur et à mesure. C'est ça. Okay. En fait, moi, l'idéal, c'est, allez, on va dire du 40% Paris, 60% ailleurs qu'à Paris. Donc, il n'y a pas une grosse différence dit comme ça, mais il y en a quand même une dans les lieux où je veux aller. Et le fait de grouper, parce que je peux partir quelques jours par-ci, par-là, moi, ce qui me plaît aussi, c'est de me dire, voilà, pendant un mois,
je fais tel voyage, ou alors même je m'installe dans un lieu en particulier pendant un mois, plutôt que des petites choses par-ci par-là, pas très loin. Voilà. Donc c'est Ok. le ratio et la nature aussi du voyage. Donc tu veux sortir de l'Europe en mode nomade, c'est ça? Sortir de l'Europe ou même en Europe, il y a encore plein de choses que je L'Europe. veux faire en Europe du Nord que j'ai pas pu faire. Donc j'aime beaucoup l'Europe et pour l'instant c'est vrai que alors il y a des choses que j'ai envie de faire hors Europe, ça c'est certain. Dans ce qui me dit bien notamment c'est l'Australie, donc ça on verra plus tard, et aussi la côte ouest des États-Unis que je connais pas. Mais en tout cas sinon c'est Europe et ces deux endroits-là dans ma top liste. Excellent. Et tu parlais de différentes lectures un petit peu avant et aussi sur par rapport à Medium. Est-ce que tu as Oui. des références pour les gens que ça pourrait éventuellement intéresser ou motiver? De ce que je lisais à l'époque, très sincèrement, je serais bien incapable de te le dire parce que ça fait quand même 3-4 ans. Ok. Donc je ne saurais pas te le dire. Maintenant, je lis d'autres choses, bien sûr, mais de ce que j'ai pu lire à ce moment-là, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué pour moi de Ok. retrouver ça. Donc D'accord. désolée. Par contre, Pas tu de me demandes les problème. lectures du moment, là, je peux t'aider. Mais est-ce que depuis ce moment-là, tu as lu d'autres choses sur le sujet ou tu suis d'autres personnes qui sont là-dedans? Vraiment sur le digital nomadisme, qui je suis sur digital nomadisme? Eh ben, écoute, un que j'avais pas, alors c'est pas vraiment digital nomade directement, mais c'était Ryan du sac à dos que je suivais. Après, dans tout ce qui est voyage, tu vas avoir quelqu'un comme Bruno Maltor où forcément c'est inspirant. Mhm. Mais sur le fait d'être formé au digital nomadisme ou spécifiquement là-dessus, je vais pas en avoir tellement. Moi, par contre, je vais suivre des entrepreneurs qui eux peuvent potentiellement être nomades Mhm. ou des choses autour du voyage, mais le digital nomade en particulier, pas tellement. Ok. Ouais, bah souvent, Oui. c'est un mélange de différentes choses aussi. Et puis, Voilà, c'est ça. c'est un style de Exactement. vie, donc tu peux faire un petit peu Ouais, c'est ça. différentes choses et être à distance. Exactement. En fait, au début, j'avais besoin un peu de peut-être de me mettre le pied à l'étrier, de voir ce qu'il était possible de faire. Mhm. Là où maintenant, je sais que bah, je peux faire à peu près ce que je veux. Je ressens pas le besoin, si tu veux, d'être guidée par quelqu'un là-dedans parce que je l'ai déjà fait. Ouais. Alors qu'à l'époque, je pouvais l'être davantage, tu vois, parce qu'au début, tu te poses plein de questions. Comment je vais gérer par rapport au travail? Comment ceci? Comment cela? Quand tu l'as déjà fait, à la limite, c'est un petit peu différent. Ouais. Puis tu vois, là, ça doit être environ ma 10e entrevue, etc. Et il y a toujours un moment où tu sais que tu pourrais le faire, mais t'es pas encore sûr si c'est vraiment faisable, si c'est un peu du rêve, etc. Hmm. Et tu le testes, et puis après, tu vois que ça te correspond ou pas. Mais au moins, tu l'as Oui, voilà, essayé. c'est ça. Ouais. C'est Moi, ça, et puis il y a justement, tellement de... Oui, ouais. vas-y, vas-y. Je disais, moi, justement, c'était il y a à peu près 2 ans quand je suis parti en Asie, comme ça, en aller simple. Je voulais vraiment tester ça. Ça faisait depuis 2013 que que je lisais des livres là-dessus, des articles, tout ça, sans D'accord. vraiment savoir que c'était faisable ou que je pourrais le faire moi. Et puis après, tu le testes et puis ça devient quelque chose que tu peux faire et tu te fixes moins de limites aussi sur d'où Complètement. tu peux être, quand. Tu vois, t'es parti dans le sud là, mais ça n'aurait pas été possible si t'étais employé ou consultante. C'est ça. Ouais, complètement. Et en fait, tu définis aussi quel type de voyage tu veux parce que Mhm. c'est différent de partir, par exemple, 3 mois s'installer dans un lieu fixe, qui n'est pas donc ton chez-toi habituel. C'est Mhm. différent que de faire un mois, tu vois, avec 8 villes. C'est aussi différent que de faire 6 mois avec un pays par mois. Il y a plein de manières de voyager. Et du coup, c'est de s'interroger sur ce qu'on veut à quel moment. Je pense qu'il n'y a pas de, enfin, on peut avoir des envies différentes. Moi, en octobre dernier, j'avais envie de ça. Il y a des périodes où j'ai envie d'autre chose. Là, j'ai envie de ma retraite au soleil au mois d'octobre, tu vois. Donc, il y a aussi des phases, quoi, des phases de vie. Ok. Et j'aimerais qu'on parle vraiment de démission, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et moi, j'en ai posé ma dernière démission, c'était en mars 2017, juste avant Ouais. le voyage en Asie. Et je trouvais ça intéressant, le titre de ton blog, etc., de ta marque, il frappe, parce que c'est vraiment, tu sais, très, un peu violent, tu vois, sans retour. Hmm. Comment t'es arrivé avec ce titre de blog-là? Et puis parlons aussi de démission en général. Ok. Sur le nom, c'est une bonne question parce qu'en plus ce nom, j'en suis assez, c'est ma petite fierté parce que je trouve que justement ça me fait 80% de mon marketing juste avec le nom parce qu'on voit très bien de quoi je parle, donc ça c'est assez pratique. Ouais. Alors le nom je l'ai eu, c'était en août, c'était ici d'ailleurs. C'était au mois d'août 2016. Non, 2017, pardon, je te dis des bêtises. Août 2017 que j'ai eu l'idée du nom. Parce qu'en fait, je suis partie des discussions un peu clichés, tu sais, du samedi soir où on se dit, lundi, je pose ma dème et je pars faire le tour du monde ou élever des chèvres ou monter ma boîte, etc. Mhm. Et en fait, je me suis dit, mais c'est exactement ça, la représentation de la personne qui veut le faire et qui ne le fait pas.
Donc, qu'est-ce que j'ai envie de dire à cette personne-là? C'est, post-ADEME, qu'est-ce que tu attends pour le faire? Donc, ça s'appellera post-ADEME. J'avais hésité avec claque-TADEME, parce que finalement, j'ai trouvé trop violent. C'est un peu, Là, c'est bon. c'est un peu violent, mais c'est vrai que je me disais, ça claque particulièrement, mais bon, j'ai pas choisi ça. Post-ADEME, ça allait très bien, et parce que dans Post-ADEME, dans le logo, enfin le nom, t'as le OSE, qui est la valeur de l'audace, qui est la principale en fait derrière Post-ADEME. Donc, on dirait pas comme ça, mais il y a de la recherche. Donc voilà, c'était ça on va dire l'origine du nom. Ok. Et puis toi, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire de ta vraie démission quand tu étais consultante? Comment ça s'est Ouais. passé? Quand est-ce que tu as décidé de le faire, etc. Ouais, en fait, ça faisait déjà plusieurs mois que je m'interrogeais. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait, ça faisait déjà des années que j'étais dans le développement personnel, et je me suis dit, il serait peut-être temps que je m'en serve pour moi, pour ma vraie vie, et que je sorte de la théorie. Et du coup, j'ai, on va dire, une phase d'introspection assez importante, où je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je voulais à plus long terme, sur ce que je voulais maintenant, sur ce qui me faisait vibrer, sur là où je pouvais apporter mes talents, sur toutes ces choses-là. Et du coup, j'ai cumulé ça avec aussi, et ça c'est le plus important, c'est d'avoir le bon équilibre entre les deux, avec de l'action, où j'étais à toutes les soirées parisiennes, start-up, entrepreneuriat, reconversion, j'ai tout fait, parce que ça me permettait de rencontrer des gens, et j'ai beaucoup développé mon réseau à ce moment-là, de personnes qui avaient déjà franchi le cap et qui pouvaient m'aider à le faire aussi, de personnes dans des domaines différents qui m'inspiraient, et c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir mon projet pro en me rendant compte que les trois points centraux, c'était l'entrepreneuriat, sans forcément monter ma boîte, puisque tu vois que je suis partie en start-up finalement en tant que salariée, le développement personnel, et le plus gros à ce moment-là, c'était l'éducation, la formation. Faut savoir que je donnais beaucoup de formations quand j'étais consultante. J'ai toujours donné énormément de cours, des cours particuliers, mais aussi des cours en école. J'en ai encore donné cette année à l'ESCP Europe, là, à Paris. Et du coup, si tu veux, toute cette dimension éducation, je voulais absolument la garder. Donc tout ça, hop, j'ai fait des start-up week-ends dans l'éducation, j'ai fait plein de trucs. Et puis est arrivé l'été, donc l'été 2016. Je vais y arriver avec les dates, j'ai toujours du mal. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais toujours pas posé madame pour autant. Et en juillet, je me suis retrouvée sur une abominable mission où il fallait que je fasse un tour de France dans les pires villes de France où je connaissais personne. Une horreur, la mission. Et je me suis dit, bon là, c'est la goutte de trop. Et en fait, mon corps m'a dit stop, puisque je me suis retrouvée ce que j'appelle mon mini burn-out fin juillet, où j'ai eu 8-10 jours d'arrêt, où en fait j'avais plein de symptômes physiques qui m'ont obligée à m'arrêter, ce qui pour moi était à ce moment-là, je vivais vraiment comme un gros aveu de faiblesse de devoir m'arrêter. Et en août, comme c'était les congés, je me suis retrouvée au total avec quasiment 5 semaines en arrêt. Et donc, c'est les 5 semaines où je me suis dit, bon là, c'était le signal de trop, il faut vraiment que je passe à l'action. Et je me suis fixé comme objectif d'avoir posé madame avant le 30 septembre, une fois que j'avais repris le boulot. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup, début septembre, j'ai attaqué à fond et je me suis dit, ok, startup, éducation, c'est ça mes deux mots-clés, je passe à temps. Et j'ai trouvé en 15 jours. Donc j'ai pu annoncer ma démission. Grand moment de soulagement. J'ai annoncé ça autour d'un déjeuner à ma manager qui a essayé de me retenir et qui m'a presque fait douter. Et voilà, je le raconte ça d'ailleurs dans un article. Mais au final, je suis partie. J'ai quand même fait mon préavis et j'ai rejoint la startup où j'ai eu vraiment un coup de cœur avec les fondateurs et où j'avais un job sur mesure avec à la fois du bizdev, donc du commercial, et de la formation. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est fait, tu vois, étape par étape. Mais il a quand même fallu le coucou de mon corps qui m'a dit il va peut-être pas falloir trop attendre non plus. Ouais. Donc c'est tout sur cette période-là. Ok, donc il y a d'abord une frustration, puis même plus des symptômes physiques aussi. Et Ouais. puis après, une deadline où tu te dis, il faut que j'ai fait ça d'ici cette date-là, sinon, sinon Exactement. voilà, Moi, c'est la j'aime deadline bien que je les deadlines, en fait. Ça fonctionne très, très bien parce que ton cerveau, il switch sur ce mode-là. C'est un petit peu comme quand on lance son activité. Admettons que tu te lances en ayant le chômage. Dans ta tête, si tu te dis, j'ai 2 ans pour vivre de mon activité parce que dans 2 ans, c'est la fin du chômage, en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre 2 ans. Si tu te dis, j'ai 6 mois pour ça, tu vas mettre 6 mois. C'est pareil. Quand tu te dis, j'ai 1 mois pour poser madame, tu trouves. Alors que si dans ta tête, tu dis, je vais le faire dans l'année, c'est mort. Tu vois, c'est certain que c'est mort. Donc ça m'a beaucoup aidé et c'est ce que je recommence, d'avoir une deadline. Là, en ce moment, moi, j'ai des deadlines pour moi-même et du coup, je sais, alors je suis sûre peut-être allez 90% que ça va fonctionner. Ok. Mais c'est intéressant ton histoire de démission parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas du tout les mêmes. Parce que moi, j'étais dans un job où j'étais vraiment bien. Tu vois, Ouais. j'avais un super poste pour mon âge, etc. J'étais chef de produit pour une des applications mobiles. J'étais aussi du côté marketing, donc vraiment sur mesure pour moi.
et j'avais une super équipe, des super boss, etc. Le truc, c'est que j'étais pas 100% accompli là-dedans. J'ai toujours voulu créer mes trucs, j'ai toujours créé mes trucs en fait à côté, mais c'était Ouais. le moment où il fallait que ça devienne mon truc principal. Et donc j'avais déjà une idée de start-up avec dans la course à pied avec deux amis à moi qui allaient D'accord. venir de France à Montréal pour la faire en août. Et donc là on était en mars et je me suis dit aussi à ce moment-là que c'était l'occasion d'aller tester ce concept de digital nomade. J'aurais pu quitter mon job en juillet et ensuite commencer direct la startup, mais j'avais Mm. besoin d'une pause et je voulais tester ça. Et du coup, moi, ce qui a été très difficile, c'était de fixer une limite moi-même sur quand j'allais partir, parce que j'étais Ouais. flexible, j'avais 4-5 mois de flexibilité. Et au final, ce qui m'a fait déclencher tout le reste et poser ma démission, c'est de prendre mon billet d'avion. Ok. Donc j'ai pris mon aller simple à Montréal-Bangkok et pour une certaine date. Et donc ici, les préavis, c'est environ 2 semaines. Donc je savais que j'avais 2 semaines et quelques pour déposer ma démission. Puis après, tu passes en mode gestion de projet avec les factures, lâcher ton appart, etc., etc. Mm. Et je trouve que c'est dur en fait quand t'as une deadline plus ou moins large, tu vois. Complètement. C'est ça. Et tu vois, le fait que du coup, tu bascules hop sur j'ai tant de temps, mais il faut se fixer cette date. Ouais. Et après, ça veut pas dire qu'on doit toujours être des psychopathes de la deadline. Tu vois, il faut aussi s'écouter et pas forcément se précipiter, mais c'est un bon Mhm. exemple aussi, ouais. Ouais. Et moi, ce qui était super dur, c'était que j'étais bien dans le boulot, je m'entendais super bien avec mes boss, etc. Tu vois. Et, Ouais, encore différent. ouais, puis j'ai même repoussé un petit peu ma deadline justement parce que je voulais. Il y en avait deux desquels j'étais très proche, un des anciens profs qui m'avait embauché et puis mon supérieur direct. Et je voulais vraiment avoir les deux en même temps dans la même pièce. C'était un peu difficile. Donc je les ai Hmm. attrapés après une réunion dans un bureau et puis après je leur ai dit. Mais Ouais. ouais, mais ce qui était cool, c'est qu'ils ont tous compris que c'était pour ça que j'étais fait et qu'il fallait que je le fasse. Oui. Et même ils m'ont expliqué qu'en fait pendant mes 1 an et demi et quelques dans ce job-là, ils m'avaient formé à ça petit à petit parce qu'ils avaient déjà été entrepreneurs aussi eux-mêmes. Donc à pitcher Hmm. des produits devant des personnes importantes, etc. Donc D'accord. ouais, histoire différente, mais résultat finalement bon. Ouais, c'est ça. Non, mais tant mieux parce que cette période-là, c'est important de bien la vivre en fait. Tu vois, cette période de Mhm. démission et de préavis. Donc c'est bien quand ça se passe bien. Moi, ça s'est bien passé aussi, clairement. Alors, il y a eu des choses où j'étais un peu plus mitigée, mais globalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Et tant mieux parce que, en plus, c'est important de rester en bon terme avec son ancien employeur. Et moi, c'est le cas. Donc non, il faut, dans la mesure du possible, garder ça. Mhm. Ouais, je suis bien d'accord là-dessus. Et Mm. puis aussi, j'ai bien aimé dans ton histoire, c'est le côté étape par étape. C'est Ouais. pas genre j'en ai marre, je quitte mon job et puis après on verra. C'est non, je me renseigne sur l'éducation, les startups, etc. L'entrepreneuriat. Je regarde ce qui se passe, je me renseigne et puis je commence à construire un projet à côté. Quand je suis prêt ou quand je peux plus, je quitte. Ouais, c'est ça, c'est Et ta stratégie des petits pas en parallèle de ton job. S'il y ouais. a un truc à éviter, c'est de poser sa dème sur un coup de tête. C'est malgré le nom, en tout cas, c'est pas du tout ce que je prône de le faire dans la précipitation. Alors si vraiment on n'en peut plus et qu'on a posé sa dème déjà, eh ben c'est fait. On va trouver d'autres Ouais. solutions, on va forcément rebondir, tu vois. Mais Mhm. c'est vrai que il faut pas s'obliger à faire les choses très rapidement et il faut, en gros, les grandes étapes, c'est quoi? C'est cette phase d'introspection sur ce qu'on veut déjà, c'est la base. Et dès qu'on Mhm. commence à avoir des pistes, c'est d'aller explorer dans le monde réel ce qui s'y fait via les lectures, via les rencontres, les événements, etc. Et de cultiver un peu cette curiosité-là, où au départ, on a tendance des fois à se blâmer parce qu'on s'éparpille, parce qu'on n'est pas encore au clair sur le projet, mais justement, cette période de découverte où on se met pas encore de contraintes, où on s'oblige pas encore à avoir des résultats et dans la performance, au Mhm. contraire, elle est extrêmement importante pour bâtir des bases saines et du coup choisir un projet qu'on a déjà un petit peu testé et qu'on a déjà creusé, tu vois. Donc c'est ça pour moi, enfin la vision que j'ai, c'est ça. Ok. Et puis un petit peu sur le même sujet, je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est un petit peu, je pense qu'on va avoir un petit débat. Ou peut-être pas, mais que toi, le titre de ton blog, c'est Postadam. L'idée, c'est de démissionner pour être indépendant, pour être libre. Mais moi, j'ai fait pas mal d'analyses au travers des années sur justement les gens qui étaient indépendants, au moins géographiquement, etc. Comment le faire. Et puis, j'ai même un e-book là-dessus sur les 4 meilleures manières de gagner sa vie. Et la première, en tant que nomade digital, et la première, c'est de transformer son job actuel en job nomade. Ouais. Et la deuxième, c'est de trouver un job qui est déjà remote. Mhm. La troisième, freelance. La quatrième, entrepreneur, tu vois. Mais donc, dans D'accord. les 4 options, il y en a quand même 2 qui sont salariés. Et Ouais, du coup, je veux complètement. avoir ton point de vue là, ton point de vue là-dessus.
Alors en fait, ce n'est pas post-ADEME pour entreprendre. Ça veut tout à fait de trouver un autre job. Donc ça, je précise, c'est qu'en fait, on parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que pour une grosse partie des lecteurs et de la communauté, c'est ce qui leur fait envie, parce que ça correspond à des aspirations actuelles qu'on a de liberté, etc. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. Et d'ailleurs, dans les interviews, c'est pareil, il y a pas mal d'entrepreneurs parce que souvent, c'est eux qui témoignent le plus facilement de leur changement de vie. Mais en tout cas, moi, je n'incite pas spécifiquement à entreprendre. Ça peut tout être. Ça peut même être des fois, tu vois, j'ai une cliente, par exemple, assez récemment, qui a fait de la mobilité interne dans son entreprise actuelle. Donc, tu as plein de cas de figure, en fait. Par contre, il faut définir ce que toi, tu veux. Donc, du coup, malheureusement, on n'a pas de débat, parce qu'on est d'accord. Dommage. mais peut-être pour revenir sur la partie de transformer son job en job plus libre. Ouais. Ou les jobs à distance. Ça, est-ce que tu as vu des projets comme ça se concrétiser? Qui sont passés en remote. Alors en coaching, en client coaching, j'ai pas de cas. Dans la communauté, je réfléchis. C'est pas un cas si fréquent que ça. C'est pas un cas fréquent parce que souvent ça se heurte un peu au cadre de l'entreprise dans laquelle ils sont. Mais c'est vrai, alors ça va plus se faire en start-up, ce genre de poste déjà. On va dire que ceux qui sont dans ma communauté, qui sont en poste salarié, ils sont plutôt en train de lutter pour avoir un jour de télétravail. Donc c'est vrai que c'est pas un cas que je rencontre souvent. Par contre, c'est un cas auquel je crois vraiment. Le fait de pouvoir, parce que pourquoi est-ce qu'on a envie d'entreprendre souvent? C'est pour une plus grande liberté. Alors ça pourrait être pour plein d'autres raisons, mais c'est une des raisons. Et pour autant, il y a des personnes qui ne se sentent pas en mesure de créer leur propre projet, de trouver leurs clients, etc. Et que ça angoisse plus qu'autre chose. L'entrepreneuriat n'est pas forcément le Graal. Ça l'est pour moi, ça l'est pour d'autres personnes, ça veut pas dire que ça doit être pour tout le monde, tu vois. Donc je crois à ce modèle-là, mais j'ai pas d'exemple précis à te donner. Ok. Parce que justement, moi là-dessus, j'avais un peu essayé de faire ça en fait avant de partir aussi, voir jusqu'où je pouvais aller. Et à la fin, j'étais arrivé petit à petit, là, en suivant différentes méthodes, à avoir 1 jour et demi, 2 jours par semaine en télétravail. Le truc, c'est que dans le travail que j'avais, la partie plus chef de produit, il y avait différentes réunions, pour organiser les sprints de travail que je pouvais pas rater. Et ça, c'est ça qui a vraiment bloqué. Je connais des histoires de gens qui ont réussi à transformer leur travail à distance petit à petit, ou alors passer d'un job à consultant pour cette même boîte, mais dans un autre format. Mais ouais, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a plein de gens qui pensent directement digital nomade ou liberté, il faut que je quitte mon job, il faut que je me débrouille, je suis tout seul. Alors qu'il y a d'autres modes un peu intermédiaires qui existent aussi. Et puis, je pense que c'est peut-être un bon tremplin aussi pour l'entrepreneuriat, pour ceux qui sont pas forcément sûrs ou qui n'étaient pas là-dedans, dans cette idée-là depuis quelques temps. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Et pour ça, moi, par exemple, la startup sur laquelle j'ai travaillé était plus flexible sur ça. Et donc ça, c'est un bon modèle, par exemple, tu vois. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'entreprendre après. Mais après ça, c'est aussi les boîtes qui aujourd'hui, beaucoup pour des startups, qui permettent ça petit à petit. Moi, par exemple, les personnes avec qui je travaille ne sont pas du tout à Paris. Elles sont où elles veulent, en fait. Voilà. Alors après, c'est des contrats, c'est des freelances que je prends. Mais par exemple, la personne avec qui je travaille le plus, elle est freelance avec moi, mais elle a aussi son job par ailleurs. Donc, elle fait ça en plus, tu vois. Donc, chacun peut un peu inventer son modèle à sa façon. La seule chose, en fait, la question à se poser, c'est alors effectivement de quoi moi j'ai envie. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Tu vois, vraiment d'arriver à mettre les peurs, les blocages et toutes les croyances qu'on a sur ce qu'on est censé faire ou sur ce que le modèle est censé être, ou de se dire ah mais ça là c'est pas possible de se travailler en remote parce que tiens ils l'ont dit pendant l'interview, c'est rare. C'est rare, ça veut pas dire que ça n'existe pas, parce que si c'est 1% des digital nomades qui est en remote, qui a un job salarié, ça fait déjà quand même pas mal de monde, tu vois. Donc il faut pas se bloquer avec des schémas, des croyances. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que moi j'ai envie d'inventer comme modèle pour moi, et ensuite avoir la patience, la persévérance pour mettre en place. Exact. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui sont nomades ou indépendants qui ont plusieurs activités pour ne pas s'ennuyer, pour avoir plus de stabilité, pour plein de raisons. Mais par exemple, moi je suis à la fois entrepreneur et freelance. Et aussi prof, il y a différentes choses aussi que je fais comme ça. Ouais, c'est ça. Et même dans une entreprise, tu es obligé de faire différentes choses en même temps dans tous les cas. Donc c'est peut-être ce côté-là aussi qui fait que les gens font différentes choses. Ouais, c'est possible. C'est possible.
Et je voulais peut-être revenir un petit peu, on est passé rapidement à travers, mais tu as parlé de la période de ta démission, de ta réflexion, ta introspection sur ce que tu voulais faire, etc., ton passage en Oui. startup, les différentes étapes principales de Postadem. Comment tu as démarré jusqu'à ce que tu nous as présenté aujourd'hui les 4 volets que vous faites? Ok. Les étapes dans l'ordre. Alors, Ouais. la toute première étape, ça a été de créer le site avec les contenus et donc de trouver un peu mon style et le style d'univers que je voulais créer avec Postadem. Donc, c'est vraiment Mhm. parti de ça et des contenus, ce qui fait qu'au tout début, je passais la moitié de ma semaine sur les contenus pour le site. Maintenant, je passe en moyenne 1 heure par semaine, donc ça a quand même pas mal changé. Mais Ok. c'était vraiment la première étape. Et en parallèle, il y a eu ma phase de recherche de cobayes et de travail avec des cobayes. Mes cobayes, en fait, c'était mes clients test Mhm. sur mon premier programme d'accompagnement. Donc, c'était des personnes que j'ai eues via mon réseau et qui ont testé en avant-première ce programme d'accompagnement. Donc, j'ai fait ça, en Ok. fait, en parallèle des premiers contenus. Et ensuite, j'ai lancé officiellement au mois de janvier 2018. Et donc, à partir de là, donc, il y a eu les contenus et la communauté donc, qui ont commencé à se développer. Donc, le lectorat qui s'est développé. Mhm. Et ensuite, de mémoire, j'ai ouvert le groupe privé Facebook à peu près au mois de mars. Ok. Il y avait eu aussi des apéros, du coup je fais une rétrospective dans ma tête. Il y avait aussi eu les premiers apéros dès le début, puisque j'ai fait une soirée de lancement et ensuite ça a été les apéros tous les 2 mois. C'est que dès le départ j'avais la vision d'ensemble, donc médias, communauté, coaching, formation, ce qui fait que j'ai pu commencer à mettre tout en place à peu près en même temps, petit pas par petit pas. Et donc j'ai lancé la formation en ligne, la toute première, à l'automne, donc en septembre-octobre 2018. Voilà, Ok. la toute première. Et ensuite, il y a eu les grosses formations qui ont suivi. Là, j'ai fait ma grosse formation Side Project, qui est une formation pour ceux qui veulent entreprendre en parallèle de leur job. Ça, je l'ai fait Mhm. début 2019 sur 3 mois. Donc voilà, ça se construit petit à petit en fait. Mais la vision Ok. d'ensemble, je l'ai fait. D'accord. Et donc ouais, ça a été beaucoup de création de contenu au début. T'écrivais, c'était juste du blog ou t'avais aussi des vidéos et d'autres formats? Non, je fais que de l'écrit. Je fais Ok. que de l'écrit parce que je veux focus et parce que les vidéos, ça nécessite quand même un petit peu de temps malgré tout. Mhm. Que c'est pas le format que je préfère pour moi. C'est Ok. quelque chose où je sais qu'il faudrait que je le fasse. Je le ferai très certainement un jour quand je pourrai déléguer davantage, ça c'est certain. Mhm. Mais pour l'instant, le contenu écrit fonctionne bien, donc je me focalise là-dessus. Ok. Et donc tu nous as dit qu'au début c'était la moitié de ta semaine à créer des contenus. Maintenant c'est 1 heure. Qu'est-ce que Ouais. tu fais du reste de ton temps? Ça ressemble à quoi tes activités? Alors déjà, en fait, au début, ça me prenait tout mon temps parce que donc j'écrivais les articles moi-même, je me cherchais un petit peu et je faisais toutes les interviews moi-même. Et comme il y en a une par semaine, j'allais rencontrer Mhm. la personne, je prenais un note ce qu'elle me disait, je retranscrivais, je reprenais l'interview. Donc ensuite, il y avait la newsletter. Bref, c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps. Là où aujourd'hui, en fait, le site, moi, je m'en occupe plus. J'ai quelqu'un avec qui je travaille qui travaille dessus, donc elle s'occupe de toutes les interviews, des articles invités, de la mise en ligne. Donc moi, j'y touche plus. En termes de contenu, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est un mail texte article par semaine que j'envoie en fait le dimanche matin à ma liste email, donc à mes abonnés, et ensuite c'est mis en ligne sur le site 1 ou 2 jours plus tard. Donc ça c'est vraiment le contenu que je fais chaque semaine. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant ça me prend 1 heure. Ça me prend 1 heure par semaine. Ouais. Donc tu t'es Donc voilà. retiré de tous ces process-là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En québécois ce serait du niaisage technique là, mais de bidouillage quoi. Bidouillage et aussi beaucoup de contact et de prise de contact et d'échange avec Ouais. les interviewés, les articles invités. Donc c'est pour ça que ça c'est extrêmement chronophage. C'est vrai. Donc voilà, ça j'y touche plus. La newsletter c'est pas non plus moi qui l'a fait maintenant. Donc voilà, ça m'aide beaucoup. Et du coup qu'est-ce que je fais de mon temps? Déjà je passe du temps en coaching individuel. Ouais. Donc, avec mes coachs individuels, j'ai à peu près une dizaine d'heures. Alors là actuellement je suis à peu près à 20 séances par mois. Ce qui fait donc 40 heures par semaine. Donc, on est à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien, je m'occupe des formations en ligne parce que c'est soit du lancement de formation, donc il y a beaucoup de marketing à faire, soit c'est Mhm. pendant la formation, donc il y a l'animation de la communauté, il y a la création du contenu en tant que tel, donc le tournage de vidéos, etc. Donc des vidéos, Ouais. j'en fais même beaucoup, mais dans les formations, donc c'est Ok. différent. Donc formation en ligne, coaching, et après tout ce qui vient autour, hein, organisation d'événements. J'ai fait mon premier séminaire aussi il y a à peu près 2 semaines maintenant, séminaire Postadem qui était génial. Donc voilà, là aussi c'est du boulot, donc il y a toujours plein de choses sur le feu, mais globalement ça va être ça. Ok. Super. Bon, j'ai l'impression que j'ai regardé le live, je pense que ça a repris, donc tout a Ouais, été nickel, normalement dans la boîte. super, ok, super. Et comment t'as vécu toi cette partie justement de
ce passage en fait de je crée mon business, je crée mon blog, je fais tout moi-même à tiens, je vais essayer de me sortir un peu de ces tâches-là pour prendre plus de temps en coaching ou autre. Comment est-ce Mhm. que ça a été naturel pour toi? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que tu avais tendance à être tout le temps dessus, à micromanager? Ouais. Micromanager, je crois pas, ou alors c'est pas moi de le dire, On mais j'ai demandera pas à Charlotte. l'impression. Par contre, de quoi? On demandera à Charlotte. Non, c'est moi. Pas Charlotte, pardon, Sophie. Marine. Marine, excusez-moi, Marine. trop de monde. Non, 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 il y a d'autres personnes aussi selon les projets aussi. Enfin, je Ok. m'entoure de plusieurs personnes en fonction des projets. Mais en tout cas, c'est sur la partie délégation. Ça a été Mhm. super difficile au début de me rendre compte de ce que je pouvais déléguer. En fait, la difficulté, c'est pas tellement que je voulais pas déléguer, c'est que j'avais l'impression que c'était juste que seulement moi je pouvais faire. Tu vois. Et Ok. donc, ce qui m'a pas mal aidé, c'est un livre qui s'appelle The E-Myth. C'est le mythe de l'entrepreneur revisité Ouais. de Michael Gerber, je crois, le nom. Ça, Mhm. ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'a pas mal aidé aussi, c'est que j'ai été coachée à ce moment-là en début d'année. C'était un de mes seuls coachings d'ailleurs. Et on a parlé de ce sujet-là et ça s'est débloqué assez vite où j'ai compris qu'effectivement, il y avait des choses que je pouvais faire différemment. Donc à partir du moment où j'ai compris que j'ai eu le déclic, ça allait très très vite. J'ai passé une nuit à faire des process sur tout ce qu'il y avait à déléguer. Et ensuite, hop, j'ai pu dérouler et maintenant ça se passe très bien. Super. Mais il y a Ouais. effectivement eu besoin de la prise de conscience de qu'est-ce que je peux déléguer sans que ce soit forcément moi qui fasse les choses. Donc, quand on est euh, soi-même son business, c'est assez compliqué au début. Mais j'ai travaillé encore sur qu'est-ce que je pourrais faire déléguer de plus. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Voilà, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Donc, c'est plus après une question de budget, de temps, etc. Mais je Mhm. suis plus à l'aise avec le sujet. Mais au début, c'était pas si simple. Ok. Ouais, bah, le livre que tu mentionnes, je l'ai aussi lu. Il est très intéressant. Peu importe le type de business qu'on monte d'ailleurs. Oui, Je crois que l'exemple, c'est une boulangerie qui prend tout le livre. c'est une boutique qui vend des Ok. tartes faites Une maison. boutique de tarte. Ouais, c'est ça. Donc super intéressant comme livre. Et moi, j'en ai aussi lu quelques autres aussi, notamment Virtual Freedom. D'accord, ok, je ne l'ai pas lu. C'est un gars en fait qui dirige Je une me compagnie d'assistants virtuels aux Philippines. le Le gars qui a écrit ce livre-là, il dirige une boîte, même plusieurs boîtes d'assistants virtuels aux Philippines. Oui, Du coup, il explique comment bien communiquer sur les tâches à faire, comment faire un suivi, comment sélectionner, etc. Et d'accord. très utile aussi au niveau du recrutement. Ok, Donc il y a intéressant. plein de contenu là-dessus si ça vous intéresse, c'est des gens qui nous regardent. Mm. Ok, ben on approche de la fin de l'interview. Ben ouais, nickel. On a parlé Écoute, plein de sujets. une petite tradition que j'ai dans les interviews, c'est que je pose trois questions assez rapides pour te connaître un petit peu mieux en tant que voyageuse, nomade, slash entrepreneuse. D'accord. Donc, Je t'écoute. c'est parti. La première, c'est ton ou tes pays préférés en tant que nomade digital. Alors, les pays que j'ai préférés en tant que nomade digital, alors c'est plus des villes pour le coup, mais je me suis régalée à Amsterdam et à Budapest. Ok, très cool. Bon, c'est des villes où j'ai été, mais pas en mode nomade. Donc, Ouais. hâte de les faire en format nomade. Deuxième question, est-ce que t'as un hack ou une astuce de voyage que tu trouves cool et qui te fait économiser beaucoup de temps et d'argent? En hack de voyage, alors par rapport au tour d'Europe que j'ai fait, il y a un truc que je peux recommander. D'ailleurs, je le mets dans mon article sur mon bilan de digital nomade. C'est de Mhm. ne pas prendre, en tout cas quand on a mon âge, mais c'est de ne pas prendre l'Interrail Ok. parce que c'est souvent pour les jeunes, on dit que c'est bien l'Interrail. En réalité, ça coûte plus cher que de prendre tes billets séparément. Ce qui fait que moi, j'ai fait mon tour d'Europe avec une amie et au tout début, on avait pris donc le fameux pass Interrail. Et ce qu'on voit pas bien sur le site de l'Interrail, c'est qu'en plus du billet de l'Interrail, tu dois t'as des fees de réservation sur les trains. Et en fait, ça revient beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher, ça faisait quand même jusqu'à 150, 200 euros de différence au total. Ce qui fait que, comme on s'en est rendu compte dans les heures qui ont suivi, on a réussi à avoir l'annulation du pass et on a Ok. remplacé par la prise de billets individuels sur un site qui s'appelle GoEuro, G-O-E-U-R-O. Je crois que le nom a changé. J'y suis retournée il y a quelques semaines et c'est plus le même nom, mais de toute façon, ça redirige. Donc ça Mhm. m'a grandement aidé. Voilà, au Ok. niveau hack voyage. Ok. C'est marrant parce que moi Voilà. j'ai fait un Interrail Tour d'Europe justement c'était quoi en 2015 j'ai envie de dire. Et, Ouais. peut-être que ça a changé depuis. Mais moi je me souviens que ça coûtait 150 ou 200 euros tout le pass Interrail pour Hmm. 10 jours environ et que un de nos trains qu'on avait fait justement Budapest Cracovie de nuit coûtait 100 euros.
D'accord. et que donc on l'avait rentabilisé assez vite. Mais après, j'imagine que ça dépend Il des faut pays où tu vérifier. vas. Il faut Par vérifier. En fait, exemple, on avait vraiment fait la simulation, tu vois. ouais, je sais que par exemple, bah, les trains en Allemagne sont assez chers, en France aussi, donc dépendamment Hmm. où tu passes. Ok. Ça dépend des pays, ça dépend de la logique de ton itinéraire aussi. Donc, il faut Ouais, checker. Nous, on avait vraiment fait la comparaison des deux, la simulation. C'est qu'à chaque fois, on se retrouvait sur un truc moins cher en individuel, mais ça dépend des pays qu'on fait. ouais, Tu vois, c'est sûr. si tu fais effectivement l'Allemagne ou la France, ça peut revenir plus cher. Donc à voir, effectivement. Ouais, Mais on a gagné un petit peu là-dessus. Donc, ce serait ça mon hack. ok. Puis maintenant, il y a aussi beaucoup de billets d'avion pas chers, surtout en Europe ou en Asie aussi. Ouais, Parfois, oui. ça peut valoir le coup de checker. C'est clair. C'est clair. Après, l'avion, ça va te prendre beaucoup de temps. Ouais. Le temps d'aller à l'aéroport, d'arriver à l'avance, etc. Donc, c'est vrai que ça, Mhm. je limite si c'est possible. Et aussi parce que c'est plus dur de bosser en avion. Il y a une certaine sérénité en train qui est très agréable. Et je pense aussi que c'est pour ça que le Tour d'Europe me faisait envie. Ouais. C'est pour le train qui est assez confortable où tu peux bosser. Et du coup, nous, dans le train, on bossait extrêmement bien. Parce qu'on Mhm. savait qu'on avait, par exemple, 6 heures de train et qu'après, on pouvait plus travailler du tout. Donc, on était à fond, quoi. Donc, ça marchait bien. Nice. Ouais, puis en plus en Europe avec les cartes SIM 3G, etc., c'est aussi Ah facile. ouais, ouais, c'est super facile. Super facile. Et puis dernière question rapide comme ça, est-ce qu'il y a un accessoire un peu insolite ou particulier avec lequel tu voyages tout le temps? Écoute, si tu me suis sur Instagram, où je n'ai pas posté d'ailleurs depuis le Tour d'Europe du mois d'octobre-novembre, j'ai voyagé avec ma fidèle casquette Post-Adem. Donc, je l'ai en voyage. C'est une casquette blanche avec marqué Post-Adem dessus, que j'avais fait broder quand j'étais en vacances à la mer dans le sud de la France. Et du coup, je l'ai en voyage. D'accord, ok, très cool. Cette question-là, j'adore parce que j'ai tellement de questions différentes, de réponses différentes. Il y en a, c'est des petites peluches, il y en a, c'est des sacs, des C'est accessoires de marrant. cuisine aussi, on m'a dit souvent. Ah oui? Ah Ouais, oui, non. Non, non, c'est la casquette, c'est la casquette. Mais je pourrais illustrer avec la photo avec la casquette. Mais ça, c'est sympa pour voyager. Ça permet de faire des photos assez sympas. ouais, j'imagine. Et puis, dernière question. Bon, les gens connaissent le nom de ton site, mais où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne facilement? Et ben du coup, postadem.com pour le site. Et ensuite, si justement l'aspect communauté, c'est quelque chose qui leur manque parce qu'ils osent pas en parler à leurs collègues, à leur entourage, c'est le groupe privé. Donc, c'est postadem-le groupe privé sur Facebook. Très clairement, c'est là qu'il faut se retrouver. Et moi aussi, je fais des lives dans le groupe privé, donc c'est pour échanger avec moi directement, c'est le mieux. Parfait. Bon, on y sera alors. Super. Et ben écoute, Super. merci en tout cas. Merci beaucoup, Charlotte, pour ton temps. Et puis, profite bien du sud de la France et de la fraîcheur de Merci. piscine. En tout cas, bah, à très bientôt. J'espère que c'était une chouette interview et je te dis à bientôt. À bientôt. Salut.